Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Décryptage proposée par Anews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la musique et est-ce qu'il existe un lien entre expérience du public, expérience client, par exemple? C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Chassagne, qui est guitariste du groupe Kyo, qui est un groupe français de pop-rock qui a vendu 2 millions d'albums, 3 victoires de la musique et autres récompenses multiples. Il est aussi compositeur et créateur d'identités musicales pour plusieurs marques et entreprises. Bonjour Nicolas. Bonjour Céline. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Sandy Lavalard, plus connu sous le nom Kun, qu'il est musicien, compositeur et chanteur. Il a travaillé pour beaucoup de marques, pour des publicités ou alors des événements. Il a travaillé notamment pour BMW, Volvic, Decathlon, Samsung ou encore Lustucru. Pour sa partie artistique, alors il fait des choses assez incroyables, c'est ce que nous allons voir. Et il nous emmènera dans l'espace, mais je ne vous en dis pas plus. Alors tout d'abord, une première question pour Sandy. Pour votre casquette plutôt celle où vous travaillez pour les entreprises et les marques, comment vous arrivez à répondre aux demandes de vos clients et comment vous faites pour répondre aux marques qui vous contactent? Alors, bonjour. Il y a deux souvent possibilités, c'est-à-dire qu'on peut passer soit par des agences qui, elles, sélectionnent les compositeurs qui vont travailler pour la marque en direct, ou les marques en fait qui peuvent nous contacter et puis on voit en direct avec elles. Généralement, la première étape à faire, c'est de faire une direction artistique du projet pour savoir un peu quelle est la couleur principale qui va être utilisée pour la marque. Quelle énergie on va y mettre, est-ce qu'on est plutôt du côté de Walt Disney des enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus sombre ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus amusant. Mettre ça en place d'abord avant de toucher à nos instruments et dès qu'on a mis ça au point, bon, on peut commencer à sélectionner nos instruments, notre orchestration, le temps, parce que voilà, ça peut être des spots de 15, 30 secondes, 40 secondes ou 1 minute. Et après, on y va. Puis il y a évidemment plusieurs allers-retours avec les clients pour savoir si ça leur plaît. Puis on arrive à un résultat qui est présentable normalement. Ok, alors justement, j'ai une question pour vous deux. On va commencer par Sandy. Donc un artiste a envie souvent d'exprimer sa créativité. Et justement, comment on fait quand on travaille pour une entreprise ou une marque? Comment on fait pour arriver finalement à exprimer sa créativité tout en respectant un cadre ou un cahier des charges? Alors c'est souvent un exercice qui n'est pas forcément évident, surtout au début. Il faut... c'est pas évident. En fait, je pense que alors quand on passe par exemple, pour revenir à la première question, par des agences, les agences en fait elles travaillent avec plusieurs compositeurs. Elles connaissent les pattes de chaque compositeur. Il y en a un qui est plus électro, un qui est plus hip-hop, un qui est plus rock, etc., ou classique. Et elles vont déterminer en fait selon la marque quelle va être la couleur principale qu'il faut utiliser. Et elles vont plus appeler un compositeur qu'un autre. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, donc vous restez quand même plutôt dans votre registre. On reste dans notre registre. Après, on peut évidemment, c'est ça qui est intéressant dans la musique, c'est qu'on est toujours curieux. Et puis jusqu'à 70 ans ou 80 ans, on va découvrir plein d'autres musiques. Et on va s'intéresser à plein d'autres musiques, à plein d'autres techniques, à plein d'autres banques de sons. Et on va pouvoir proposer des choses à un panel un peu plus large. Voilà. Donc moi je fais plus, pour moi, quelque chose qui est plus du rock alternatif ou de la musique un petit peu classique. Je me suis un petit peu plus ouvert pour certaines marques à d'autres styles de musique. Voilà. Après, je peux pas non plus tout accepter parce que je ferais beaucoup moins bien un style de musique que quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans cette musique-là, par exemple. D'accord, donc vous restez dans des domaines que vous appréciez particulièrement. Je préfère. Et c'est ce qui fait que vous êtes plus efficace aussi. Aussi. Merci. Alors vous, Nicolas, c'est pareil. Vous avez travaillé pour des marques, des entreprises.
Comment vous arrivez à exprimer cette créativité tout en... Est-ce que vous arrivez à exprimer déjà cette créativité en respectant un cahier des charges, des directives, des échanges avec le client? Comme dit Sandy, soit en effet, on vient vous chercher pour ce que vous savez faire, et dans ce cas-là, il faut juste faire ce qu'on fait en essayant de cibler un petit peu le spot sur lequel on travaille. Soit, en effet, on va vous proposer un exercice de style qui n'est pas celui que vous faites d'habitude, et ça va être intéressant, et je crois que ce n'est pas du tout un frein à la créativité, au contraire, c'est aller se redécouvrir dans quelque chose qu'on n'a pas encore fait, dans lequel il y a un cadre, mais ce n'est pas synonyme pour autant de contrainte. Un cadre, dans la musique ou dans l'art en général, ça peut au contraire déjà permettre de ne pas partir dans tous les sens, parce que sinon, quand on a une page blanche, on peut vraiment partir et se perdre. Donc des fois, c'est rassurant d'avoir un cadre, et ça peut être un exercice hyper intéressant de sortir de ce qu'on fait d'habitude pour aller s'essayer à quelque chose de nouveau, avec certaines attentes de l'autre côté, quoi. Alors justement, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'une collaboration, sans forcément citer la marque, mais une collaboration que vous avez eue avec une marque et une entreprise, et comment vous avez fait pour vous imprégner des attentes de votre client et de l'univers de cette marque? Juste pour revenir par rapport à ce que disait Sandy, c'est vrai qu'en règle générale, les marques passent par des agences donc de publicité qui elles-mêmes vont contacter des compositeurs. Ce qui, pour moi, dans certains cas, peut poser problème, parce que je pense qu'il est assez essentiel qu'il y ait une discussion directe entre le musicien, le créateur, parce que c'est valable aussi pour un graphiste, pour quoi que ce soit, et le client lui-même. Or, là, cette discussion, elle est coupée par cette agence, souvent, et il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup qui se crée à cause de cette coupure. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour des marques en direct avec le client, et c'est vrai que le travail, il est né surtout d'une discussion, d'une compréhension, et puis surtout, voilà, quand on a vu que quand chacun a bien compris les attentes de l'autre et ce que l'autre pouvait proposer, et c'est là que souvent ça se passe bien. Et moi, les marques pour lesquelles j'ai travaillé, ce sont des marques qui essayent de redéfinir leur raison d'être. Donc, ils vont chercher dans la musique à approfondir un petit peu leur démarche actuelle, de redonner un sens à ce qu'ils font. Et la musique peut en effet aider aussi à remettre un peu d'humain, des fois, dans une société qui est peut-être un peu trop partie dans uniquement la production, le truc, et qui a perdu un peu un côté humain, un côté sens. Donc je trouve... Et comment vous avez fait, vous, du coup, pour vous imprégner de ce que voulait... en tout cas, comment vous avez fait pour vous imprégner des valeurs de cette entreprise? Est-ce que vous avez eu des réunions avec... Oui, bien sûr. Ouais. C'est un travail aussi à nous de comprendre la marque, en s'y intéressant un petit peu, en regardant son évolution, et surtout en essayant de comprendre là où elle veut aller, là où elle veut, quel message elle veut faire passer, et ce à quoi elle veut ressembler dans les années qui viennent. Et essayer du coup de l'aider à travers quelque chose d'artistique à converger dans cette même direction. Merci. Et vous, Sandy, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un travail que vous avez fait avec une marque? Comment vous êtes fait pour vous imprégner des attentes de cette marque, de leurs valeurs? Alors moi, j'ai cité surtout une marque, enfin, une expérience que j'ai beaucoup aimée, c'était avec BMW. Alors là, on est passé par l'agence. Alors, Nico a raison sur le fait que quand on passe par des agences, on est déjà tout de suite limité. C'est-à-dire qu'ils nous appellent parce que, a priori, on sait faire ce style-là. Mais l'agence qui joue le rôle de direction artistique, parfois, est-ce qu'elle a raison d'utiliser ce truc-là? Parce que nous, en tant que compositeurs, parfois, on aurait peut-être préféré aller dans une autre direction. Ça, c'était la petite parenthèse. Et alors, pour BMW, c'était pour les 100 ans de la marque ou les 120 ans. Il y avait une histoire un peu comme ça avec ce chiffre-là, les 100... Et ils voulaient vraiment sortir l'orchestre symphonique et compagnie. Ils m'ont appelé, alors là c'est l'agence qui m'a appelé, qui m'a même pas mis en compétition avec d'autres compositeurs. Ils m'ont dit, Sandy, c'est pour toi ce projet-là, parce que je connais ton son, etc.
Et en fait, on a joué à Prague dans un conservatoire où il y avait un énorme studio où il y avait, je sais pas, j'avais 60 musiciens à gérer du coup. Et là, j'ai écrit les partitions. Ça, c'est un super souvenir parce que c'était extraordinaire. Et là, en fait, ils nous avaient dit, écoute, on veut quelque chose, faut que ça pète, faut que ça soit voilà, du Christopher Nolan ou je sais pas quoi. Alors moi, j'adore ce réa. Et j'ai fait quelque chose un petit peu comme ça. Guitare, orchestre symphonique et compagnie, partition pour tout le monde. C'était un super truc, franchement, c'est un très beau souvenir que j'ai. Et alors du coup, comment vous arrivez, comment vous pensez qu'une marque peut renforcer son identité grâce à la musique? Faut mettre la même pub, puis on met pas de musique. Puis on voit s'il y a une différence. Est-ce que c'est le côté émotionnel? Alors ça peut être le côté émotionnel, ça peut être le côté dynamique. Par exemple, les marques de sport, s'il n'y a pas un minimum d'électro ou de hip-hop en ce moment, il ne se passe rien. Ou si on voit des voitures qui font du bruit, mais il n'y a pas de musique derrière, c'est plutôt un Grand Prix de Formule 1. Et voilà, je pense qu'elle est rien que pour ça déjà, et puis sans parler de ma musique ou de celle de Nico. On met un spot sans musique, on sent qu'il manque quelque chose. Donc forcément, il y a un rôle. Alors justement, Nicolas, comment vous arrivez à créer une connexion émotionnelle à travers votre musique? À votre avis, si j'élargis un peu, comment l'empathie peut-elle jouer un rôle dans la relation client en entreprise, si vous faites un parallèle? La musique en soi est émotionnelle. Nous, on a tous des Madeleines de Proust musicales. La musique, quand on réécoute des musiques, on se rappelle de moments de notre vie, alors heureux ou malheureux, mais la musique habille vraiment nos vies. Donc, à partir du moment où on colle ça sur des images, que ce soit au travers d'un film, d'une publicité ou d'un spot qui va accompagner je sais pas quoi, ça va apporter de l'émotionnel. Après, comme disait Sandy, un exercice qu'on peut faire, c'est prendre les mêmes images et mettre 10 musiques complètement différentes en passant par du zouk, une musique inquiétante, et ça va vraiment véhiculer un message complètement différent alors que le spot sera vraiment le même, dira la même chose, mais selon l'appui de la musique derrière, ça racontera vraiment des choses différentes. Donc c'est là qu'en effet, la sensibilité d'un tel ou d'un autre va faire la petite différence dans la manière dont sera portée l'image et le discours qui est à côté, quoi. Okay, alors Sandy, donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes aussi artiste, vous faites des concerts, vous faites vos propres musiques. J'imagine que vous allez avoir différents types de publics. Comment vous faites pour vous adapter votre performance pour finalement vous connecter à ces différents types de publics? Ou c'est finalement ce public-là qui s'adapte à vous? Là, on parle plus du projet artistique derrière lequel je suis. Exactement. Ouais. Là, en fait, je me fais vraiment plaisir. Là, pour être honnête, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et après, les gens, ils aiment. Je suis heureux de les accueillir. Et puis, s'ils n'aiment pas, il faut voir quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Alors, on verra tout à l'heure, parce que justement, au travers ce projet artistique, on verra tout à l'heure, en préparant l'émission, vous m'avez dit l'impact que ça avait finalement quand vous faites plaisir, l'impact que ça peut avoir finalement aussi sur votre notoriété. On va en reparler juste après. Nicolas, une question. Donc, avec votre casquette artiste, et je suis sûre que ça parlera à nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des liens avec leur métier? Lors d'un concert, j'imagine qu'il y a des fois des erreurs ou des imprévus. Quelles leçons peuvent être appliquées selon vous de la gestion de ces erreurs pour être appliquées? Comment vous avez géré ces erreurs et comment ça peut être appliqué en entreprise? Est-ce que ça peut? Comment vous avez géré ces imprévus? J'aimerais bien vous dire que quand il y a des imprévus sur scène, on saisit ça comme des occasions de rebondir, alors qu'en fait, on est comme tout le monde. Quand il y a un imprévu, on essaye de faire au mieux, on essaye d'évaluer la gravité ou pas, le temps que ça va prendre, tout ça. Après, il y a un truc que j'ai appris avec quelques années, c'est quand même à relativiser parce qu'on est sur scène, qu'on fait de la musique et qu'on n'est pas dans une salle d'opération
avec quelqu'un sur le billard. Donc ça reste de la musique, même si c'est un gros problème, il n'y a pas mort d'homme. Et donc, ce que je sais aussi d'expérience, c'est qu'on a eu beaucoup de retours, nous, de gens qui sont venus à des concerts et qui se souviennent de moments où ça s'est mal passé pour nous parce qu'on avait un problème il y avait il y avait un problème de son, donc on était obligé d'improviser un petit peu, donc on a pris des guitares acoustiques et puis le temps que la panne soit réparée, on improvisait un petit morceau comme ça. Et les gens, c'est pour eux un souvenir unique parce que je crois qu'ils aiment bien aussi quand les choses se passent pas bien. Et ils aiment bien voir des gens qui sont censés être sur scène dans un show un peu qui les met en avant, se retrouver finalement très, comment dire, dépourvus de tout artifice et dans quelque chose de plus naturel. Donc, ce que je sais d'expérience, c'est que ça reste souvent les meilleurs souvenirs pour les gens. Pour nous, sur scène, un peu moins, parce que c'est quand même un peu de stress. Et par contre, les erreurs en général, mais là, pour le coup, plus dans la production de musique, ça peut être hyper bénéfique parce que souvent, quand on se trompe dans un truc, c'est là que ça donne une idée assez originale et puis on se sert d'une erreur pour se dire ah, tiens, c'est marrant, c'est pas comme ça que je voulais faire, mais là, c'est plus intéressant. Donc, moi, je sais qu'il y a pas mal. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais il y a pas mal de fois où des erreurs dans la musique peuvent donner finalement l'évolution d'après sur ce qu'on est en train de faire. Effectivement, en plus, c'est ce qu'on retrouve souvent en entreprise. C'est souvent à partir d'erreurs qu'on peut innover. Ouais. Et je retiendrai que ce que vous avez dit sur les opportunités que ça peut créer et que on reste aussi avant tout des humains et que finalement, l'erreur est humaine. Merci. Alors, Sandy, vous l'avez dit, vous êtes aussi un artiste. Et vous exprimez votre art au travers de projets un peu insolites. Vous aimez faire des projets insolites, comme jouer dans des endroits un peu improbables. Et je vous propose, parce que les images parlent plus que les mots, qu'on regarde cette petite vidéo de ce que vous faites. Alors, on a pu voir que c'est votre guitare qui a été envoyée dans l'espace. Et donc, je précise quand même pour ceux qui nous regardent que tout a été fait avec des autorisations, hein, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites dans cette vidéo, les endroits où vous avez joué de la musique? En fait, je suis un peu un petit rêveur et geek en même temps. C'est que j'adore aller dans des endroits un petit peu fous et surtout grandioses, donc les montagnes, les volcans, les choses comme ça. Et j'y vais avec mon équipement, donc j'ai des pédales qui me permettent de me faire de la musique et de la boucler, de rajouter des couches et du son, de la musique, de la voix. Et je mets des petites caméras autour de moi et mon drone, parce que j'adore tout ce qui vole depuis que je suis gamin. Je le mets en mode automatique, donc ça, il faut le programmer pour ça. Et puis, du coup, ça me rapporte toutes les images qu'on a pu voir là. Voilà, alors là, je le fais, mais complètement pour moi aussi. Enfin, c'est parce que c'est un truc que j'ai envie de le faire, donc je le fais. Et puis... Et alors, vous pouvez expliquer un peu les 2-3 endroits, parce qu'il y a vous avez fait le volcan, vous avez aussi en haut d'une montagne. Ouais. C'était quelle montagne? C'était en haut du... Ça, c'était le plus compliqué, c'était l'aiguille du Triolet, ça. Donc il y a 3800 mètres, il est en face du Mont Blanc, dans les grands massifs. Et là, c'était carrément des pauses en hélico et compagnie, parce que c'était pas... Vous pouvez pas l'escalader
Et ouais, alors celui-là, c'était le plus dangereux parce que l'hélico, en fait, il volait complètement au-dessus au moment de la dépose. En fait, il pouvait pas se poser, c'était trop petit. Donc en fait, je suis descendu avec mon guide. J'ai quand même pris un guide parce que sinon je serais resté congelé là-haut. Et donc j'ai fait mon tournage. Alors, je l'ai fait en 2 fois, parce que la première fois, d'ailleurs, je me rappelle, le drone, je sais pas il s'est déprogrammé en plein vol, et puis d'un coup, il s'est mis à descendre tout en bas. J'ai l'impression que je le perdais, j'ai recommencé. J'ai eu un glaçon qui s'est formé dans ma chaussure, parce qu'il faisait -20 en fait là-haut. En fait, il fallait que je fasse tout hyper rapidement. J'ai fait mon petit tournage, et puis après, on a appelé l'hélico pour qu'il vienne nous récupérer, et en fait, on a carrément mis même une tente de secours au-dessus de nous pour cacher du vent, parce que le vent se mettait à souffler. Et puis en fait, on congelait sur place, on pouvait pas bouger parce que on était sur un petit caillou en fait, et on pouvait pas se réchauffer. Je me rappellerai, celui-là, c'était le plus compliqué, quoi. Après, la guitare dans l'espace, ouais, ça c'était plus facile. C'est un ballon météo, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc c'est un ballon météo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, il y a des ballons météo qui partent dans le ciel, sans qu'on le sache. C'est pour connaître tout ce qu'on veut, l'hydrométrie, le vent, les nuages. Et en fait, il suffit de faire une demande à la DGAC, de dire voilà, je prends un objet qui fait tel poids, qui peut s'autodétruire, qui peut se détruire si jamais il passait par mésaventure dans le réacteur d'un avion. Alors là, déjà, il y a une chance sur des milliards que ça arrive, mais il faut quand même le prévoir. Et en fait, la guitare, elle était en matériaux qui pouvaient exploser. Et en fait, voilà, donc après j'avais des amis là, pour ce coup-là qui m'avaient aidé à gérer toutes ces autorisations, parce que ça, je n'aurais pas pu gérer ça, plus la musique. Et en fait, on a récupéré après les images. En fait, il fallait récupérer la guitare absolument, parce qu'elle descend en parachute au bout d'un moment, parce que le ballon finit par éclater dans l'espace, enfin dans la stratosphère, pour récupérer les SD cards qui ont filmé là-haut. Si on récupérait pas la guitare, j'avais rien, j'avais pas le vol. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est des projets que vous faites pour vous, parce que ça vous plaît, ouais. Mais qu'au final, en fait, quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué que celle-là, ça avait eu un autre impact finalement, notamment sur votre notoriété, du coup sur les autres projets. Oui, il y a des journalistes qui m'ont appelé direct, et qui voulaient faire des interviews, des choses comme ça, pour me demander ce que c'était, que c'est délire. Et non, mais je pense que oui, ça les a intrigués, puis effectivement, du coup, ça ramène. Ça fait des petits pics voilà, il y a des gens qui d'un coup me connaissaient pas et qui me connaissent d'un coup, parce que ça accélère forcément quand on est diffusé. D'accord. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire, et peut-être qu'on peut rapprocher avec l'entreprise, c'est que finalement quand on fait des choses pour se faire plaisir et parce qu'on aime ça, ça peut avoir un impact soit sur d'autres projets, soit sur les clients, si je élargis ça au domaine de l'entreprise. Je vous propose qu'on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission un peu plus tard. Je vous remercie en tout cas d'être venu déjà pour cette première partie. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.